Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. « 300 » est un film de Zack Snyder sorti en 2006. Adaptation du roman graphique éponyme de Frank Miller, il a surtout marqué les esprits par son rendu visuel étonnant et sa technique de tournage novatrice. Si vous croyez voir un film historique sur les Spartiates et le roi Léonidas, vous risquez d'être quelque peu surpris, car ce film a la beauté visuelle saisissante et surtout boostée à la testostérone et à l'hémoglobine. Alors prenez votre bouclier, gonflez vos abdos et mettons-nous en route pour la cité de Sparte. De la folie. Nous sommes des Spartiates! Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Kinou. Je suis content qu'on parle de ce film 300. Là, pour le coup, c'est mon choix, complètement assumé. Je crois que tu l'avais pas vu avant de préparer. Non, je l'avais jamais vu. Donc voilà, je l'ai regardé exprès pour le podcast. Cool. Et bah, du coup, alors comme ça, à chaud, avant qu'on rentre dans l'analyse, les polémiques qu'a pu susciter le film, parce qu'il y en a eu beaucoup, qu'est-ce que tu en as pensé en fait, tout simplement? Bah, j'ai pas aimé du tout. Moi, c'est clair. Moi, ça, c'est fait. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. Ouais, non, je pense, alors, sans vouloir faire des stéréotypes genrés, je pense que c'est un film de mec. Vraiment. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, il y a beaucoup de films de mecs que j'aime en plus, en l'occurrence, mais genre Fight Club, enfin, tu vois, voilà quoi. Mais celui-là, j'ai trouvé un peu vide de sens. Okay. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'émotion. Je me suis attachée à aucun personnage, et ce qui fait qu'à la fin du film, j'étais à me dire, allez, vas-y, crève, là, qu'on en finisse, quoi. Et met un moment à le faire. Et met un moment à le faire, donc... Non, après, je renie absolument pas. Il y a quand même des qualités à ce film, et je dis pas que c'est un mauvais film, je dis que c'est un film qui n'est pas pour moi. Ouais. Mais par contre, c'est sûr que visuellement, il est magnifique, et que même au niveau de l'histoire, il y a plein de choses intéressantes à prendre, hein, mais c'est vrai que moi, il m'a pas... T'as pas touché. Ouais, voilà, exactement. Il m'a absolument pas touché. Ouais, je comprends. Je suis restée très froide. Et je trouve le film très froid, d'ailleurs. Mais oui. Même au niveau de l'aspect visuel, c'est froid. C'est froid, et ouais, alors... En fait, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce film. Vraiment, je comprends tout à fait, parce qu'il est quand même très particulier. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle dans ce podcast, parce qu'il est... ça reste un film dont tu te souviens. C'est pas un truc qui passe inaperçu. C'est un truc un peu... moi, que j'ai trouvé assez novateur dans la façon de construire le film. Ouais. Alors, pour faire un peu comment dire, pour parler de l'histoire du film, c'est en fait la retranscription, alors absolument pas historique, non, de la bataille des Thermopyles. Qui en fait, alors, on dit thermophile ou thermopyle? C'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas de H. Ils disent thermopyles en anglais, mais j'ai pas vu de version française. Bon, on va dire comme on veut. Ouais, je crois que c'est thermo. Bon, ok, la bataille. On va dire thermopyle. Qui en fait opposait les Grecs aux Perses. Mm-hmm. Et qui en fait dans le film a pris un parti qui est complètement distordu par rapport à l'histoire avec un grand H. C'est qu'en fait là c'est 300 guerriers spartiates qui partent en guerre contre une armée perse de plusieurs millions de combattants, de soldats, et donc voilà, c'est comment dirais-je, le parti pris du film, il est là, c'est de dire on fait combattre, ce qui n'était pas le cas du tout d'ailleurs dans l'histoire. Alors déjà, pour avoir les vrais chiffres... compliqué, mais globalement il y avait un peu plus de 10 000 guerriers grecs, pas que spartiates d'ailleurs, mais de l'intégralité de la Grèce contre une armée beaucoup plus puissante qui était perse. Enfin, c'est ce que pensent les historiens. En tout cas, voilà. Je tiens à dire que ce film est absolument pas, tu l'as dit dans ton intro, mais il faut pas voir ça comme un péplum. Ça n'est pas vraiment pas. Moi, j'ai vu ce film plutôt comme un film, j'allais dire d'heroic fantasy,
Oui, il y a un peu de ça. Voir un film de super-héros. Super-héros. Ouais. Moi, je verrais plus un film de super-héros. D'ailleurs, à la base, c'est un comics. Hein. Oui. Ça, il faut le dire aussi, parce que c'est très prégnant dans le film. Tu parlais de l'habillage, du côté graphique du film. Il est volontaire, évidemment, et il est tiré d'une BD. Ça ressemble, pour ceux qui l'ont vu, à Sin City. C'est le même auteur. C'est l'auteur de la BD initiale. Sin City, et celui qui a également fait la BD 300. Donc voilà, c'est issu d'une BD effectivement qui se revendique pas de faits historiques particuliers, mais qui prend aucun réalisme. Voilà, absolument pas. Même, c'est presque surjoué. En tout cas, c'est volontairement mis en exergue dans le film, qu'on est plus sur un truc fantastique que vraiment un péplum à proprement parler. Ah bah oui, il y a d'ailleurs des éléments fantastiques dans le film. Hein. Ouais, il y a des éléments fantastiques dans le film. Bref. Oui, en tout cas, tu peux l'interpréter. Ouais, tu peux l'interpréter comme ça. Ce que je trouve intéressant, moi, dans ce film, c'est justement le côté graphique, parce qu'en fait, c'est une BD. Ils ont pris le comics et quasiment ils l'ont adapté en film, case par case. Alors, j'avais lu justement quelque chose par rapport à la genèse du projet. Je sais pas si tu sais comment ils ont fait en fait pour en arriver là. Donc Zack Snyder, qui est le réalisateur, qu'on connaît maintenant pour avoir fait pas mal de films DC, Justice League, tout ça. Ouais, de très bons films. Je les ai pas vus, donc je peux pas. Pas tous. Je ne jugerai pas. Un peu décevant en ce qui me concerne. Ouais, c'est un peu la vie générale, je crois. Mais... Donc Snyder, il voulait adapter 300 avec Warner Brothers. Parce que c'est un grand fan en fait de la BD de Frank Miller. Mais au même moment, Michael Mann, donc le réalisateur de Heat, voulait adapter le livre Les Murailles de Feu de Steven Pressfield, donc qui traite du même sujet. Je pense qu'il l'aurait fait de manière complètement différente, étant donné que c'était un livre et pas une BD, enfin il y aurait eu l'aspect graphique en moins, quoi. Et donc il y a eu une sorte de compétition entre eux. Et Frank Miller, il n'était pas très motivé à l'origine pour avoir une adaptation de son livre, en fait, parce qu'il avait peur qu'on fasse une adaptation entre guillemets lambda. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était aussi l'aspect graphique de son œuvre, hein, donc voilà. Et Snyder, il lui expliquait sa vision, en fait, et il voulait que visuellement, ça ressemble vraiment à la BD. Donc, avant même d'avoir les fonds ou l'accord de l'auteur, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné le livre sur un ordinateur. Avec Photoshop, ils ont enlevé tous les textes, et ils en ont fait une animatique, donc c'est-à-dire une maquette visuelle où tu mets en scène les personnages de la BD, en mouvement, donc, et un narrateur en voix off. Ils étaient assez fiers du rendu, ils présentent ça au studio et à Frank Miller, et tous les deux ils répondent non. Non, ça ne plaît pas, on veut pas. Donc Snyder, il abandonne pas. Il décide de créer des maquettes comme celles qu'on utilise pour créer les petits personnages en animation. Ils en font donc une pour chaque personnage du bouquin. Ils trouvent ça hyper cool, mais le studio est toujours pas convaincu. Mais par contre, ils disent bon allez, on vous accorde un peu d'argent pour filmer quelque chose, faire des essais avec un petit budget. Si vous avez un budget, vous pourrez peut-être faire quelque chose de plus convaincant. Donc ils embauchent un acteur qu'ils habillent en spartiate comme dans le bouquin, on est bien d'accord. Oui, parce que je pense que c'était pas réellement comme ça qu'ils étaient. C'est pas la tenue officielle, les spartiates, mais bon. Ils le mettent devant un fond vert et ils filment un plan à 360 degrés qui serait supposé être sur un champ de bataille, en fait. Et c'est finalement cet essai qui va convaincre les studios et Frank Miller. Et même ce petit bout d'essai, en fait, ressemble beaucoup au style de la BD. Donc c'est vrai que c'est ça qui les a convaincus, c'est de voir à quel point ça ressemblait. Et c'est vraiment l'un des premiers films, donc après Captain Sky et Le Monde de Demain, qui était un film avec Jude Law et Gwyneth Paltrow, qui a pas laissé beaucoup de souvenirs, et bien sûr après Sin City, où tout ce qu'on voit en arrière-plan est généré par ordinateur. Donc il n'y a pas un seul plan du film qui est tourné en décor... Il y a un seul plan, pardon, qui est tourné en décor réel, mais tout le reste, en fait, c'est sur fond vert. Et donc littéralement, chaque plan requiert des effets spéciaux, et c'est hyper compliqué à faire, finalement. Mais ça fonctionne parce que, heureusement, ça n'essaye pas d'être réaliste, en fait. Non. Donc comme ça essaie pas d'être réaliste, on y croit parce qu'on rentre dans ce monde-là. Et ça se revendique vraiment comme la BD, quoi. Et on le sait en voyant le film, c'est vraiment ce qui fait son style visuel et original, quoi. Ouais, même c'est un peu déstabilisant au départ, parce que moi, en fait, la première fois que j'ai vu le film, je m'attendais à un truc genre Gladiator, que j'ai adoré d'ailleurs au passage. Il y a des petites références rapides à Gladiator. Ouais, mais c'est pas du tout Gladiator. C'est absolument pas le même genre de film, en fait. Non, du tout. C'est pas le même public qui est visé, d'ailleurs. C'est pas le même public qui est visé. Là, je pense que c'est mon côté geek, je pense, qui a kiffé ce film, parce que je pense que le public ciblé, c'est vraiment des geeks fans de jeux vidéo, de super-héros, d'heroic fantasy, etc. Ce qui est un peu mon cas. Je suis pas que ça, mais j'aime bien. Et du coup, moi en tout cas, le film m'a parlé.
c'est là où je pense notre différence d'approche, c'est que moi, il m'a saisi, en tout cas, j'ai été emballé, j'ai été pris dans l'histoire et dans le côté graphique du truc. Peut-être parce que j'aime bien les comics, les BD aussi. Et vraiment, j'ai commencé à regarder ce film en me disant, je regarde, je sais pas, un X-Men, tu vois, ou un truc comme ça. Je connaissais pas la BD 300, pour être honnête, je n'ai toujours pas lu le comics. Mais peut-être que je le ferai parce que du coup ça m'interroge. Après il y a plein de polémiques qui me dérangent un petit peu vis-à-vis du film, on va en reparler parce que vis-à-vis de Frank Miller aussi d'ailleurs. Et vis-à-vis de Frank Miller aussi. Il y a des trucs que je pense qui peuvent s'entendre, d'autres qui me paraissent un peu plus discutables en effet. On est d'accord. Bon voilà. Mais alors comment dire, tu parlais en effet du fait que ce soit tourné quasiment exclusivement sur fond vert ou fond bleu. Il y a une scène seulement qui est tournée en décor réel, c'est la scène où les émissaires perses arrivent à Sparte. À cheval, voilà, ça dure 5 secondes. Mais le reste est volontairement fait uniquement en studio et sur fond vert. C'est très sombre d'ailleurs. C'est un univers très sombre, mais en même temps on parle d'une guerre, quoi. Ouais. Puis c'est le style de Frank Miller aussi. C'est le style de Frank Miller, c'est le cas. Vraiment, par rapport à Sin City, au niveau graphique, il y a beaucoup de points communs, avec d'une quasi noir et blanc et seulement quelques couleurs qui se détachent, notamment le rouge. Il y a des effusions de sang à peu près du début à la fin du film. Et je trouve ce côté graphique hyper intéressant, c'est beau, c'est froid, mais je trouve ça beau quand même. Oui, c'est beau, c'est sûr que c'est très beau visuellement, il n'y a rien à dire. Le jeu avec le temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de slow motion, quasiment d'arrêt sur image, notamment sur les lances qui sont envoyées, où c'est tourné à 360 degrés, où il y a une pause dans l'image, un peu comme les images sur les balles dans d'autres films, quand ils tirent une balle avec un pistolet, que tu as comme dans Matrix, un petit peu. Comme dans Matrix, exactement. J'ai trouvé ça super intéressant, un parti pris aussi par rapport à ça, que je trouve qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur des films qui traitent de sujets un peu identiques. Bon, voilà, c'est pour ça que moi j'ai été saisi par ce film-là. Et le deuxième truc, c'est que alors en effet, je pense que c'est quand même plutôt un film qui s'adresse plutôt à la gente masculine. Et parfois aux plus vils instincts de la gente masculine. Franchement, je plaide coupable à 200%, mais je me suis laissé embarquer un peu par le film, justement, sans me poser ces questions-là. Et je trouve que toi, je sais pas comment tu analyses les Spartiates tels qu'ils sont dépeints dans le film. J'ai même mon avis, mais du coup, comment je sais pas, tu perçois comment le Léonidas et son armée, du coup. Alors, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le tout début du film, quand on t'explique. Ouais, j'en étais sûr. Mais moi, dès le départ, en fait, et du coup, c'était mort. Okay. Je pense que c'est ça qui m'a rebuté dès le départ. Et l'absence d'empathie, en fait. C'est-à-dire qu'on nous explique au tout début du film qu'en gros, on élève des guerriers, que les enfants, s'ils ne sont pas viables, on les balance, les bébés on les balance d'une falaise et puis ciao. Alors ça c'est pas vrai du tout en plus, d'un point de vue historique c'est faux. Et que en gros ceux qui étaient viables à 7 ans ils étaient enlevés à leur mère. Alors moi tu vois, voilà, moi j'ai un petit garçon, j'étais là, oh mon dieu c'est atroce, pas bon voilà. Paul, prépare-toi. À 7 ans c'est bientôt. Ça y est. Bon, dans les montagnes en train de tuer des loups. Voilà, donc à 7 ans en gros on te fait un entraînement à la Fight Club pour devenir un guerrier. Et alors, ce qui est historiquement, il y avait un peu de ça, mais par contre, ils leur enseignaient aussi la philosophie, la musique, l'art. Enfin, ils en faisaient pas que des guerriers. Oui. Là, moi, ce que j'en ai vu, c'est en gros, on fabrique des machines à tuer. Moi, j'y ai vu les jeunesses hitlériennes, quoi. Ah ouais, carrément. On t'endoctrine, on te fait de toi une machine à tuer, et surtout, on va te donner aucune possibilité de remettre en question ta condition. Okay. Tu vois, moi, je l'ai vu comme ça. Et du coup, ça m'a profondément dérangé. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à adhérer à leur système. Ouais, je comprends. Parce que je trouve que c'est un système qui est totalitaire d'une certaine façon, quoi. Ok, ouais, c'est un angle de vue. Ok, je comprends, ouais. Mais alors moi, du coup, je l'ai pas vu du tout comme ça. Et oui, mais d'ailleurs, c'est pas fait pour être vu comme ça, je pense. Mais c'est moi qui ai surinterprété, sans doute. Alors, je sais pas si c'est le côté. Moi, j'aime bien le sport aussi. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas le sport, donc je pense que ça. J'aime bien le côté compétition, voilà. Savoir qui est le meilleur et tout ça. Et je trouve que, du coup, dans ce film, tu vois, si je dois transposer, pour moi, Léonidas, c'est Michael Jordan.
D'accord. Il est surentraîné. Non, mais alors, une transposition compliquée, mais je vais l'expliquer. Il est surentraîné. Ouais. Il est talentueux. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est arrogant. Il est sûr de sa force. Ouais. Et il est leader parce qu'il emmène avec lui toute son armée, enfin les 300 en tout cas qui l'accompagnent. Et je trouve du coup qu'il est, je vais pas dire attachant parce qu'il n'est pas attachant le personnage de Léonidas. Ah, presque. Il est fascinant. Il est fascinant. Parce qu'il est sûr de sa force. Et tu vois le côté un peu, je vais pas dire trash talk, mais ah mais alors j'adore quand les réparties qu'il a sont géniales. C'est génial. Hein. Genre ah non c'est garde du corps, on se balade. On fait ouais c'est ça. Tu vois, je trouve ça la gouaille qu'il a. Moi je trouve ça par contre j'ai apprécié. Et même face à Xerxès, quand à un moment donné Xerxès essaye de quelque part d'amadouer Léonidas en lui disant je vais faire de toi en gros un chef de mes armées, si tu acceptes de te prosterner, etc. Et il lui répond genre je me serais bien agenouillé, mais en fait j'ai tué trop de tes guerriers et j'ai une crampe à la cuisse, je peux pas quoi. Enfin voilà, des trucs comme ça. Je trouve ça cool et je trouve que ça me tu vois, par rapport à des anecdotes qui sont racontées, je parlais de Michael Jordan, mais il y a d'autres basketteurs aussi comme ça, qui sont tellement sûrs de leur force, qui se permettaient en plus de... Ou Mohamed Ali, exactement. C'est tout à fait ou Zlatan, ou enfin, il y a plein, dans tous les sports, t'as des mecs comme ça qui sont tellement sûrs d'eux qu'en fait, ils sont intouchables. Ils donnent le sentiment d'être intouchables. En transposant, tu vois, j'ai trouvé le Léonidas fascinant un peu comme ça, en disant il est tellement sûr de lui qu'en fait il dit ce qu'il va faire, il le fait et personne n'arrive à le contrer. Je trouve ça super intéressant dans la construction du personnage. Après, je suis pas trop d'accord avec toi sur le côté très robotique de la construction des soldats spartiates. Il y a notamment... alors, il y a Michael Fassbender dans le film. Oui. Abdominé plein balle. C'est un de ses premiers rôles. Hein, je pense que... je me demande si c'est pas le premier rôle au cinéma. Je sais plus, mais... en tout cas, ça doit être un des premiers, parce qu'en effet, tu vois, je me rappelais même pas qu'il était dans le film. Il a un rôle... un second rôle. Hein. Oui, mais il y a quand même, on l'identifie parmi les 300. On l'identifie parmi les 300 et je le trouve attachant comme personnage. Lui et son pote, en fait, qui sont tous les deux dans l'armée spartiate, je les trouve... on a envie de savoir ce qui va leur arriver, en fait, je trouve. Et ils ont ce détachement par rapport à la mort qui est presque un accomplissement. La mort en tant que guerrier, c'est l'honneur suprême. Je trouve ça intéressant dans la construction des personnages et malgré tout attachant parce qu'on sait ce qui va leur arriver. Et ils abordent ça de manière très détachée, voire même ils ont hâte que ça arrive, quoi. D'ailleurs, à plusieurs reprises, toujours pareil, avec pas mal d'arrogance, ils disent mais punaise, envoyez-nous des vrais guerriers parce que là, moi je veux mourir en guerrier et vu ce que vous m'envoyez, ça n'arrivera pas, quoi. Donc moi je trouve ce côté. Mais justement, ce côté-là, genre la mort, c'est l'honneur suprême. C'est pas ce qu'ils ont été conditionnés des tout petits, quoi. C'est pas logique de penser comme ça. Alors c'est pas logique aujourd'hui. À l'époque, je pense que. Oui, certes. L'armée romaine, c'était pareil. C'est sûr. En temps de guerre, forcément, tu peux considérer qu'ils sont conditionnés, mais c'est probablement le cas. Mais moi, je trouve que c'est plutôt, fascinant de les voir à tel point aimer Sparte qu'ils sont prêts à mourir pour elle et même que ce serait un honneur de le faire. Après, alors, je pense qu'il faut qu'on parle des polémiques absolument parce qu'elles ont été hyper vives à la sortie du film et presque encore plus à la ressortie du film en Blu-ray qui est plus récente, ce qui montre aussi l'évolution de la société, de l'environnement et du contexte. Puisqu'on a qualifié le film de raciste, d'antisémite, d'homophobe, et alors un mot que je ne connaissais pas avant de préparer le podcast, de capacitiste. En gros, c'est anti-handicapé. Oh, oui, d'accord. Voilà. Tu ne connaissais pas le mot non plus. Non. C'est bien, on aura appris un peu. Transphobe, enfin voilà. Moi, j'avoue que... Transphobe.
Transphobe, homophobe, parce que les Perses sont notamment Xerxès, apparemment, comment... Oui, les vêtements, le style qu'il a est assez féminisé, c'est ça ? Oui. Ouais, enfin, c'est un costume, quoi. C'est bon. Puis en plus, pour le coup, le costume des Perses est relativement proche de la réalité, en tout cas de ce qu'en ont conclu les historiens. Moi, à aucun moment, j'ai trouvé que Xerxès était une représentation transgenre, homo ou je ne sais quoi. Non, carrément pas. Non. Il correspond pas aux stéréotypes qu'on pourrait avoir, stéréotypes négatifs qu'on pourrait avoir sur les homosexuels, pas du tout, quoi. Je pense pas, et pourtant il y a eu plein de polémiques par rapport à ça, où ils disent qu'en gros l'armée perse. Alors, il y a un autre truc que là je trouve, moi pour le coup, j'ai du mal à comprendre. Il y a des théories qui disent ce film est absolument raciste parce que regardez, les Perses, ils sont tous noirs. Ben putain, c'est des Perses. Tu vas pas les mettre blonds aux yeux bleus, je sais pas, on aurait mis Dolph Lundgren dans Xerxès, ça faisait pas l'affaire, quoi. Bon, donc cet argument-là, moi, j'ai du mal à piger. Alors par contre, l'image qu'on donne des Perses, je peux comprendre qu'elle... Alors, moi je trouve que la polémique, elle a pas lieu d'être parce qu'on est clairement sur un truc qui est... Enfin, elle n'a pas lieu d'être, je suis personne pour dire ça, mais je veux dire, moi ça me choque pas parce que ça reste un truc enfin comme tu dis, heroic fantasy ou super héros, quoi. À aucun moment on sait que c'est réel et que c'est, enfin on sait qu'il n'y a aucune réalité historique là-dedans, on le sait, quoi. Et en plus, je trouve que l'armée perse, pour le coup, elle est complètement déshumanisée dans le film. Ils ont tous des masques, on voit rarement leur visage, mis à part l'émissaire et donc Xerxès, qui se proclame lui-même comme un dieu. Mais sinon, ils ont tous des masques. C'est pas. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est que la représentation des Perses de l'époque est fausse, en fait, parce que cette période, elle était considérée comme un âge d'or dans l'histoire de l'Iran. Ils avaient écrit des chartes. Alors attends, je reprends mes notes. Le cylindre de Cyrus, qui est considéré comme la première charte des droits de l'homme. Donc tu vois, c'était un peuple évolué, et là on le montre comme un peuple de sauvages assoiffés de sang. Et puis esclaves. Oui, voilà, alors que ça se passait pas vraiment comme ça. Alors certes, je peux comprendre que derrière, si c'est ta culture, ça te fait un peu chier parce que tu te dis, bah ouais, mais en fait... D'ailleurs, en Iran... oui, le film a été interdit. Ouais. Interdit, et il y a eu une grosse polémique au moment de la sortie du film. Ouais. Après, après, je sais pas, est-ce que... j'en sais. En tout cas, moi, j'ai du mal avec cette théorie-là, parce que je vois pas en quoi Xerxès représente, je sais pas, les LGBT+. Alors là, non, je vois pas du tout. Mis à part qu'il a une boucle d'oreille dans le nez, mais enfin bon... oui, il y a des gens qui sont pas gays avec une boucle d'oreille dans le nez. Exactement. Je vois pas... Alors oui... Ok, capacitiste, en fait, ça fait allusion à la scène où le personnage, en tout cas, il y a un personnage spartiate d'origine qui a été par ses parents protégé, en fait, qui n'a pas été soumis à l'exécution sommaire. Éphialtès, merci. Donc Éphialtès, c'est un des personnages du film qui se trouve être difforme. Et qui a réellement existé pour le coup. Et qui a réellement existé, ouais. Et qui est né à Sparte, mais dont les parents sont partis à sa naissance pour justement éviter qu'il soit exécuté du fait de son handicap. Il n'était pas viable pour faire un bon guerrier. Et du coup, il revient au moment où Léonidas et son armée décident de partir dans les Thermopyles, parce qu'il veut... il veut faire partie de l'armée. Il veut faire partie de l'armée, il veut sauver l'honneur de son père qui a déserté du coup Sparte pour le protéger. Et donc il propose sa participation à Léonidas. Léonidas qui refuse parce qu'en fait il lui demande de lever son bouclier aussi haut qu'il le peut, et évidemment lié à son handicap, il peut pas lever le bouclier, et en fait ça remet absolument en question toute la stratégie militaire des Spartiates, puisqu'en fait ils avançaient en formant une sorte de bouclier, et chaque bouclier protège
ton voisin. Et donc, si t'es pas capable, s'il suffit d'une brèche en fait pour que tout soit remis en question, et donc il refuse. Mais en plus, je trouve que l'échange, il est pas. Je trouve que Léonidas, on sent qu'il a presque pas de l'affection, mais de la bienveillance. La bienveillance envers ce personnage. Il lui explique, c'est pas possible, mais il le met pas plus bactère. Non. Alors que le conseiller de Léonidas, au départ, quand Éphialtès demande audience, il le rejette. Enfin voilà, pour le coup, il est cassant. Et en effet, sur cet échange-là, je trouve que ça participe justement au côté humain de Léonidas. Le fait que justement, il prenne en considération l'échange avec Éphialtès, il refuse pour des bonnes raisons, pour le coup des raisons très pragmatiques. Il lui dit même si tu veux, tu peux rester avec nous et tu ramasseras les cadavres en gros. C'est une proposition qui peut paraître pas forcément pas très sympa, mais oui, c'est pas bon. Mais en tout cas il le considère en tant que Spartiate. Il veut l'inclure quoi. Il veut l'inclure d'une façon ou d'une autre. Éphialtès prend ça comme un affront absolu et c'est ce qui va causer la perte des 300 puisqu'il va proposer son aide à Xerxès et lui donner des indications sur le terrain de jeu entre guillemets qu'ils sont en train d'exploiter pour combattre, ce qui va permettre à Xerxès de prendre les 300 à revers et de gagner la bataille. D'ailleurs, donc le mot Éphialtès en grec, apparemment, ça signifie cauchemar, ou ça peut aussi signifier une personne qui est pas très franche du collier, quoi. Donc le terme est resté, quoi. Ouais, j'avais vu ce truc-là. Donc en effet, le terme est resté. Moi, je trouve pas, pour le coup, pour en revenir à la polémique de départ, je trouve pas que le personnage d'Éphialtès soit, comment dirais-je, représentatif, en tout cas symbolique d'une théorie capacitiste, puisque c'est le terme approprié visiblement, parce que bon, voilà, là pour le coup, c'est un des rares éléments historiques qui est repris dans le film. Oui, et puis ça sert l'histoire, quoi, je veux dire. Ça sert l'histoire. Voilà, mais c'est pas pour dire. Non, moi je suis pas convaincu non plus. Mais bon, peut-être parce qu'il part du principe que le traître, c'est le personnage handicapé, je sais pas. Alors voilà, il y a cette théorie-là, il y a aussi le fait qu'au départ, qu'on mette un peu en exergue et qu'on valorise le fait, en effet, que les guerriers spartiates sont tous valides et que du coup, ceux qui ne le sont pas, ils sont jetés à la poubelle quasiment immédiatement. Donc est-ce que c'est ça qui pousse la réflexion qui pose problème ? Bon, voilà, je sais pas, mais moi je trouve que cette polémique-là, pour le coup, elle est un peu vaine. Ouais. Elle n'est pas forcément très à propos. Alors, par contre, il y a une autre polémique qui, elle, me semble un peu plus probable. La polémique en question, c'est de dire ce film, en fait, c'est un film qui n'est ni plus ni moins qu'un étendard pour la guerre en Irak. Oui, vu l'époque où est sorti le film, ça, c'est pas complètement déconnant. C'est pas impossible. Alors en Irak ou en Afghanistan, enfin, j'ai envie de dire presque peu importe, parce que les tendances sont à peu près les mêmes, mais en gros, et là je trouve ça plutôt cohérent, il y a des analystes qui disent, attendez, regardez, Léonidas, avant de partir en guerre, il va consulter les oracles, qui lui disent de ne pas y aller. Il y va quand même. Il s'avère à la suite du film que en fait les oracles sont corrompus par les Perses, etc. Et il transpose ça par rapport aux Américains qui souhaitaient partir en guerre en Irak. Américains à qui l'ONU avait dit n'y allez pas. Ils y sont allés quand même. Et en gros, ça montre un peu, regardez comme on est fort, on y va quand même. Et voilà, on impose notre façon de penser au monde entier, etc. Bon, ça, pour le coup, eu égard aux idéologies comment il s'appelle, de Frank Miller. Ouais, voilà, c'est surtout par rapport à ça que ça peut s'entendre. Ouais. Ça peut s'entendre. Il est pro-Bush, pro-guerre en Irak et à peu près guerre n'importe où. Donc ça, cette théorie-là me paraît plutôt plausible. Et quand tu regardes le film, en effet, moi je ne l'ai pas regardé du tout avec ce prisme-là dans un premier temps. Et j'ai plutôt trouvé le film sympa à regarder. Oui, mais t'as pris ça comme un divertissement, en fait. Exactement. Tu t'es pas posé plus de questions. Et
le fait de le revoir avec cette idée un peu de propagande en arrière-plan, ouais, en effet, tu te dis, bon, allez, il y a trop de hasard pour que ça en soit un, en fait. Je pense qu'en effet, il y a une petite volonté derrière de rallier. Ouais, de faire un peu de propagande de manière un peu déguisée, quoi. Ben voilà. Donc possible. du coup, ça me gêne un petit peu parce qu'au départ, j'ai aimé le film et en fait, des moments, tu te rends compte que tu t'es fait un peu des fois manipuler aussi. Alors, je suis pas devenu pro-guerre en Irak pour longtemps. T'es pas pro-Bush. Je suis pas pro-Bush non plus. Donc voilà, c'est pas. Bon, je pense qu'on peut aussi des moments prendre les œuvres pour ce qu'elles sont. Oui, juste du divertissement. Exactement. Et arrêter de chercher midi à 14h. Exactement. Mais bon, là, ça se tient. Ouais. Non, c'est pas complètement déconnant. Je suis assez d'accord. Voilà. Après, pour en revenir sur le film à proprement parler, moi, je trouve que c'est un film qu'il faut voir. Après, on se fait sa propre. Et je pense qu'on va soit adorer, soit détester. En fait, je suis pas sûr que ce soit un film où qui puisse te laisser vraiment froid. Bah, moi, je dis que ça m'a laissé froide. C'est pas vrai que ça m'a laissé froide, mais ça m'a. Ouais, t'as pas réussi à t'identifier. Voilà, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, en fait. Mais par contre, visuellement, c'est magnifique. Ça, j'en reviens pas là-dessus. Et c'est vrai que le personnage de Léonidas, t'as quand même envie de savoir ce qui va lui arriver. T'es quand même. T'as envie de ça. Ouais, vas-y, pardon. J'ai beaucoup aimé la relation de Léonidas et de la reine. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est pas du tout dans la BD. Et ça, j'ai trouvé que. Alors, il leur fallait, je pense, un personnage féminin. Parce qu'il n'y en avait pas, je pense, dans la BD. Et qu'il fallait un peu rallier peut-être quelques spectatrices à tout ça. Et elle est forte, elle est aussi forte que lui, en fait. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sont d'égal à égal, en fait, dans leur relation. Ouais. Il lui demande conseil, tu vois. Exactement. Ils échangent. Et on sent qu'ils s'aiment vraiment, pour le coup. Oui, et alors ça, pour le coup, c'est... Alors, encore une fois, je n'ai pas lu la BD, mais d'après les différentes analyses que j'ai pu étudier pour le podcast autour du film, toutes les scènes, en fait, qui représentent la reine Gorgo à Sparte pendant que son mari est en train de se battre sur le champ de bataille, ne sont pas dans la BD. D'accord. Donc ça a été... quasiment le personnage de la reine a été créé de toutes pièces pour le film. Alors, il existe dans la BD, mais il a un rôle vraiment secondaire. Elle n'est absolument pas consultée comme c'est le cas dans le film. Elle n'a absolument aucune importance politique dans les choix de Léonidas. Alors que dans le film, on sent en effet que, à contre-cœur, mais elle se rend compte que c'est ce qu'il faut, faire. Mais alors, la place de la femme est intéressante dans le film. Oui. Parce que c'est ce qui me fait dire aussi que c'est un film de mec. Bon, quand le plan de l'oracle, quand il va voir comment on les appelle, les amphores. Les amphores. Et donc l'oracle bouge dans une espèce de transe, le tissu bouge bizarrement, ses cheveux aussi. Enfin, je trouve que la scène est magnifique. Ça a été filmé sous l'eau en fait. Ouais, exact. Et c'est super beau. Mais donc ça c'est chouette et tout, mais ce qui casse tout de suite la beauté de la scène, c'est qu'on apprend que les anciens abusent de ces jeunes oracles qui sont des adolescentes en fait, hein. Et on en voit un qui lui lèche le cou, mais alors ça, mais je te jure, ça m'a rebuté direct quoi. Dégueulasse. Et donc en plus les efforts sont vraiment dégueulasses et repoussants. Voilà, ils sont limite un peu fantastique. Ouais, voilà, c'est des créatures quoi. C'est ça. Ouais. Et donc ça m'a dégoûté. Et c'est vrai qu'il y a une scène de sexe entre Léonidas et sa femme. Oui. Et si tu regardes la façon dont elle est filmée, les scènes de plaisir, c'est elle, c'est tout son visage à elle. C'est très masculin comme façon de voir la relation, je trouve. Voilà quoi, il est là, il lui donne du plaisir, tu vois, parce que c'est qu'il y a. Tu vois, il y a un peu ça, je trouve, dans la façon dont c'est filmé. Je trouve que c'est vraiment un film de mec par rapport. Alors, c'est intéressant d'avoir une femme aussi forte qui a quand même un joli rôle. C'est un parti pris parce que dans un film comme celui-ci, c'était pas gagné. C'était pas gagné. C'était pas gagné. En plus, ils ont choisi Lina Headey qui joue le rôle qui est devenu après Cersei dans Game of Thrones. Donc, je trouve que l'actrice est chouette en plus, quoi. Voilà, elle joue des fortes femmes. Pas toujours du bon côté du coup, mais voilà, c'est intéressant. Mais, ouais, puis alors je suis d'accord avec toi que ce film il est testostéroné à mort et presque en fait c'est presque ce qui m'a plu dans le film, c'est que la violence de ce film, parce qu'il y a de l'hémoglobine, c'est hyper violent, c'est ultra violent, mais elle est
je sais pas comment dire, assumée. Elle est orgasmique presque. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Elle est, d'ailleurs, les effusions de sang, à mon avis, sont pas innocentes. Enfin, tu vois, ça renvoie à d'autres. D'autres fluides. Ouais. Mais la mort est glorifiée. Tu vois, des moments, ça me fait penser à des westerns presque de Sergio Leone, dans la façon dont c'est filmé, dans le rapport à la bataille et à la mort du coup, qui en découle. La violence, elle est presque jouissive dans ce film-là. Et c'est pour ça que je dis ça renvoie presque aux vils instincts plutôt masculins, en l'occurrence sur je vais me battre, je suis surpuissant, je suis sûr de gagner, enfin tu vois ce que je veux dire, mais c'est presque cartoonesque en fait dans la façon dont c'est fait des fois hein. Ouais, mais en gros c'est, je sais pas, tu vois, c'est Batman qui défonce le Joker. Enfin, il y a presque un peu de ça, je trouve, dans la façon dont c'est filmé, dans le côté graphique du film. Tout est fait pour que tu te satisfasses, en tout cas que tu trouves un plaisir dans la violence qui est dépeinte à l'écran. Ouais. En tout cas, moi j'y arrive. Moi ça j'y arrive pas. Tu vois. Moi j'ai du mal avec ça. Mais je pense que le côté par contre super-héros, t'es en plein dedans quand tu regardes les costumes. Ou l'absence de costume. Enfin l'absence de. Ouais, bon, alors voilà, les Spartes sont en slip et en cape quoi. C'est ça. Voilà. Ils partent à la guerre en slip littéralement. Quoi. Voilà. Alors ça à mon avis c'est un clin d'œil au costume de super-héros. Ouais. Batman, Superman, le slip et la cape, quoi. Alors, je pense qu'il y a le clin d'œil au super-héros, la reprise de la BD, parce qu'ils sont comme ça dans la BD. Oui, aussi. mais je pense dans la BD, c'est un clin d'œil au super-héros. Parce que Frank Miller, à la base, il a fait des Batman très très sombres, très adultes. Il a fini par claquer la porte, en fait, avec DC, parce qu'il voulait le censurer, en gros, quoi. Et parce qu'il voulait que leur BD soit disponible au plus grand nombre. Et lui, il voulait partir dans un truc encore plus sombre. Okay. Du coup, il a décidé de partir et il a fait Sin City juste après, comme une sorte d'exutoire, quoi, pour dire voilà ce que je vais faire, quoi. C'est un nom pour les fans de BD. Frank Miller, c'est un grand nom de la BD et du comics. Non, je pense qu'il a une influence indéniable. Mais, en fait, c'est sûr, parce que même tu regardes l'évolution aujourd'hui, même des films, en fait, notamment on parlait de Batman, parce que c'est là où ça se voit le plus. Ouais. Quand tu vois les films Batman des années 60 ou 70, c'est grand guignolesque. Ouais, c'est sûr. Là, il y a la partie Burton qui est très sombre aussi, mais dans un univers complètement différent. Je passe sur la partie Schumacher. Non, je ne veux pas en parler. Il a rien fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais plus on va loin, enfin plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus le personnage de Bruce Wayne et de Batman, il est sombre. Plus il est tiraillé entre le bien et le mal, alors qu'il était. Oui, il était droit dans ses bottes. Avant, et il voulait faire le bien. Et aujourd'hui, dans les différents films, même celui avec, comment il s'appelle, le vampire. Robert Pattinson. Robert Pattinson, merci. Le gars, il pourra faire ce qu'il veut toute sa vie. Il sera le vampire de Twilight. Quoi. Je trouve qu'il est, le personnage est plus complexe. Et donc, la patte de Frank Miller par rapport à ça, elle est indéniable dans la BD et dans le rapport aux super-héros. C'est qu'avant, on avait affaire à des gens qui voulaient faire que le bien et qui étaient qui pissaient tout droit comme on dit. C'est ça. De plus en plus on est sur des personnages qui sont un peu plus complexes, un peu plus humains, du coup ambivalents, et qui parfois sont tiraillés entre le bien et le mal, comme on l'est tous à un moment ou à un autre, c'est sûr. Et ça se voit dans Sin City aussi, et ça se voit aussi dans 300. C'est sûr. Pour revenir au costume, je pense qu'aussi il était question de montrer la musculature absolument incroyable des guerriers spartiates. C'est sûr. Où là, pour le coup, c'est des vrais muscles. Alors, il paraît qu'il y a un peu de maquillage pour faire quand même un peu plus ressortir les abdos. Ouais, mais en fait, c'est des vrais abdos. Chaque acteur a passé 8 semaines d'entraînement intensif avec un préparateur physique, qui est un mec qui a fait de l'alpinisme à très haut niveau, enfin une sorte d'aventurier, et de l'extrême. Et en fait, il a entraîné ses acteurs pendant 8 semaines non-stop pour en faire des machines de guerre. Et on voit qu'ils sont quand même tous très affûtés. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour
On n'a pas parlé de Gerard Butler d'ailleurs, on a parlé de son Oui, personnage. mais il joue très bien Gerard Butler. Hein. Là, je trouve qu'il est excellent. Hein. Ouais, je le trouve. Moi, pour le coup, j'ai vu plusieurs films avec lui. Je trouve que c'est là où il a été le meilleur. J'ai pas vu grand-chose avec lui. Ouais, moi, je le trouve bon dans son personnage de Leonidas. C'est crédible en fait. Ouais, complètement. Ce qui était pas forcément facile au départ, hein, parce que c'est pas un rôle facile. C'est pas, déjà, tu pars. Enfin, faut être crédible quand tu pars en slip. Ça peut vite tourner aussi à un truc complètement ridicule, quoi. 300 mecs en slip qui vont 300 mecs en slip sur la plage, tu dis pas c'est un film de guerre et testostérone à la base. Hein. On est d'accord. Mais bon, je trouve que c'est crédible pour le coup. Ouais, ils sont crédibles tous, malgré les costumes dont on les a affublés. Ouais, c'est sûr. Dont on a oublié de les affubler, parce que les vrais Spartiates avaient quand même des armures. Oui, ça paraît logique en même temps. Tu pars pas la guerre à poil, quoi. Mais non, mais en fait, tu peux te dire quand même, il a son casque, un slip. Pourquoi il a son casque Non, mais je dis ça en rigolant, mais bon, il y a plein d'incohérences. Non, mais après, ça, on s'en fout. C'est assumé, voilà. C'est pour ça. C'est pas fait pour être réaliste, hein, c'est ce qu'on dit de toute façon. Pas du tout. C'est ce qui m'a plu, moi, en fait. C'est ouais. le côté, allez, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut, en fait. Ouais. C'est là où je trouve le film orgasmique, c'est qu'en fait, ok, tu prends un élément historique, tu fais ce que tu as envie avec. Tout ce qui te passe par la tête, quasiment, tu as le sentiment que c'est dans le film. Et c'est pour ça que moi j'ai kiffé, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite où tu te dis, à des moments, tu te dis, là, ils ont abusé. Et en fait, quand tu vois le truc, tu te dis, non, mais c'est cool. En fait. Ouais, c'est fun. Quoi. C'est fun, il y a du sang, il y a de la violence, il y a tout ce qu'on veut, mais ok, nos limites, en fait, t'as l'impression qu'ils se sont dit, les feux, on y va, on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis on s'en fout de la véracité historique, de ménager les susceptibilités d'un tel ou un tel. On fait un truc un peu dément, et au final, c'est ce que j'ai fini par aimer, quoi. Ouais, je comprends. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre film qui date de 1962 sur la même bataille. Ah, d'accord. Qui s'appelle Les 300 Spartiates. Qui est beaucoup plus proche de la vérité historique, etc. Moins sous LSD, quoi. Je l'ai pas vu, mais je pense que je vais essayer de me le procurer et de le regarder. D'accord. Ça... Ouais, de les années 60, ça doit pas être du tout le même style. Je pense que c'est complètement différent. Voilà, mais bon, moi je pense que c'est un film qu'il faut quand même avoir vu. Qui est pas un film passe-partout, quoi. C'est pas un truc parmi les films de super-héros. C'est complètement original, oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il laisse pas indifférent, quoi qu'il en soit. Ma femme l'a vu, elle a détesté. Mais je connais pas de fille qui ait aimé de femme qui en ait effet, aimé ce film. sur le petit sondage que j'ai pu faire autour de moi, tous les mecs à qui j'en ai parlé m'ont dit ouais, trop bien, 300, vous allez faire un podcast là-dessus, c'est un bon film. Et toutes les filles m'ont dit non, c'est de la merde. Tu vois. Voilà, je pense que. Non, mais c'est ce qui est intéressant aussi, quoi, de voir un peu. Alors, au niveau du box-office, d'après Wikipédia, budget 65 millions de dollars, le film a remporté 456 millions dans le monde entier. Très vite, en plus. Ouais, ça a été rentabilisé hyper vite. Donc voilà, et ça a propulsé Zack Snyder, du coup, à un stade plus avancé, parce qu'avant ce film, en fait, il avait juste filmé Dawn of the Dead. Ouais. L'armée des morts, je crois que c'est en français. Voilà, donc ça lui a permis d'atteindre un statut un peu plus avancé, et du coup il a réalisé plein d'autres adaptations de comics par la suite, Watchmen, et puis après dans l'univers DC, Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League. Donc voilà, je pense que ça a été un bon tremplin pour lui. Ouais. Tout à fait. Alors dernier petit truc, tiens, peut-être Marie, alors je vais pas t'imposer de revoir le film, parce que visiblement ça n'a pas... Voilà, t'as pas... J'ai pas trop accroché. Mais peut-être un angle d'attaque qui peut, pour ceux qui l'ont pas vu et qui vont le voir suite à l'écoute du podcast, essayez de voir... Il y a une scène qui est intéressante, enfin il y en a plein, mais il y en a une notamment que je veux mettre en avant. C'est une des dernières scènes, quand en fait l'armée des 300 est vaincue, que Xerxès demande à Léonidas de s'agenouiller, et qu'on pense qu'il va le faire. Donc il pose son casque, et en fait il ramasse la lance et il envoie une lance
à Xerxès, et il le loupe. Ouais. Il l'écorche simplement, en fait, il le fait saigner. Et en fait, il y a une théorie qui dit que tout est volontaire, tout a été planifié par Léonidas pour se retrouver à ce moment-là où il est, et qui pensait à ça dès le départ. D'accord. On comprend qu'en fait il part avec ses 300 bonhommes pas dans le but de gagner la guerre, ça dès le départ, mais il demande à son émissaire de rentrer à Sparte un peu avant la scène en question, en lui disant dis à Sparte qu'on a gagné la guerre, et tu expliques que c'est une victoire. Et en fait, vu que Xerxès se présente lui-même, s'autoproclame comme un dieu, il veut écorner en fait l'image de Xerxès, et c'est ce qu'il fait en fait tout le film, puisque il ridiculise un peu son armée, les différentes salves de soldats qui arrivent sont tous repoussés ou pire. C'est sûr. Et en fait à la fin, la théorie c'est de dire attends, c'est Léonidas. Il est dépeint depuis le départ comme un guerrier hors du commun. Ils disent en plus que son arme fétiche, c'est justement la lance, puisque c'est avec ça qu'il tue le loup au début du film, quand il est mis à l'épreuve. Et là, comment ça se fait à quelques mètres qu'il loupe sa cible? En fait, la théorie, c'est qu'il n'a pas loupé sa cible, c'est qu'il a fait exprès de simplement écorcher pour pas qu'il meure comme un dieu ou comme la légende qui prétend être, mais qu'il écorne en fait l'image et qui montre à la Grèce entière que il est mortel comme tout le monde et que son armée n'est pas imbattable. Invincible. Invincible, exactement. Je trouve cette théorie plutôt sympa, et quand on regarde le film avec... c'est un peu comme... mais s'il y a un twist comme ça à la fin, c'est intéressant après de revoir le film avec cette vision, parce que tu vois tout ce qui amène à ce moment-là, à ce moment précis, et je pense que c'est assez cohérent de se dire qu'en fait Léonidas avait prévu d'arriver à ce moment-là, à cet endroit-là, quoi. Intéressant. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. Effectivement. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. Et merci Marie d'avoir quand même regardé le film. Merci Kidou. Non, mais c'est bien de découvrir d'autres choses. Et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain film dans un style bien différent la prochaine fois. Merci à tous.